les transferts d'énergie entre plusieurs systèmes. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a fait des activités documentaires qui nous ont permis, de faire le lien entre le monde du microscopique et le monde macroscopique. Ce lien se fait grâce à la constante d'Avogadro, puisqu'à notre échelle, il est impossible de compter individuellement chaque particule d'un système. Donc, on va regrouper les particules en paquets qu'on appelle donc des moles. Et la définition de la mole a été donnée par Avogadro. Ce sont des paquets de 6,02 10 puissance 23 entités. Donc, à notre échelle, nous, on compte un nombre de paquets, c'est le monde macroscopique, et dans le monde microscopique, ça correspond à un nombre d'entités. D'accord? Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que je sais que certains étaient partis manger quand j'avais fini ceci. Pensez que la constante d'Avogadro vous sera toujours donnée, elle n'est pas exigible. Je vous ai aussi rappelé, grâce à l'activité documentaire 1, que quand on parle de l'infiniment petit, l'infiniment grand, et bien quand on parle et quand on fait le lien de ce monde-là à l'autre monde, les ordres de grandeur suffisent largement, d'accord? Donc on a revu aussi comment on établissait, on déterminait un ordre de grandeur, donc à savoir faire. Et enfin, dernière chose pour clôturer ce qui a été dit vendredi dernier, il faut être capable donc de ranger des objets ici, les classer du plus petit au plus grand et d'y attribuer un ordre de grandeur cohérent. D'accord? Donc, on a terminé notre séance la dernière fois comme ceci. Alors, commençons la séance d'aujourd'hui en parlant de système macroscopique. Donc, macroscopique, c'est à notre échelle, ça s'oppose à microscopique. Donc, il faut savoir, comme en physique, comme en chimie, on parle de système et le système, dans le cas de la physique et lorsqu'on s'intéresse au transfert d'énergie, le système sera la portion d'espace limitée par une surface qui contient la matière étudiée. Tout ce qui n'est pas dans le système sera forcément extérieur au système et on parlera de système fermé s'il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. Donc là, on met juste en place du vocabulaire pour la suite. On va parler de variation d'énergie interne. Je vais faire un petit paragraphe de cours, là, trois diapos, avant de corriger l'exercice que vous aviez à faire. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps, ça va nous permettre de faire les révisions de première. Alors, on va parler de variation d'énergie interne d'un système. Ça, c'est un mot nouveau qui apparaît en terminale. On n'en a pas parlé en première. Qu'est-ce que l'énergie interne? C'est l'énergie des particules qui composent le système au niveau microscopique. Donc, je vous rappelle que lorsque la température d'un système augmente, l'agitation des entités microscopiques augmente également. Et donc, cette augmentation de l'agitation se traduit par une variation de l'énergie interne. Interne, donc variation au niveau interne, au niveau microscopique de l'énergie des particules qui constituent le système. Eh bien, à quoi correspond cette énergie interne? Tout simplement à la somme des énergies cinétiques et potentielles des particules. Puisqu'elles s'agitent, elles ont de la vitesse et elles peuvent gagner de l'altitude. D'accord? Tout simplement. Donc, au niveau microscopique comme au niveau macroscopique, on va parler donc d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Et on ne va pas faire la différence parce qu'on n'est pas capable de dire telle particule est à telle altitude. Donc, on va globaliser ça et on va parler tout simplement d'énergie interne. Alors là, je vous ai mis juste ceci, ce qu'on vous montre dès la classe de seconde pour comprendre le lien qu'il y a entre la température d'un système et l'agitation des particules. Donc, je suis à 25 degrés Celsius. Je considère ici un mélange. Tiens, qu'est-ce que c'est comme un mélange qu'il y a dans le réservoir ici? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça pourrait être? Rien qu'en regardant la nature des particules qui s'agitent, est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais, parfait Mathieu, de l'air. On voit des molécules en rouge dioxygène. L'oxygène, ce sont les sphères rouges. Donc, on voit du O2 et on voit du N2, l'azote, en bleu. Et on voit, alors je ne m'amuserai pas à compter, mais on voit effectivement qu'il y a plus de bleu que de rouge, c'est-à-dire qu'il y a plus de diazote que de dioxygène. C'est bien la composition de l'air. C'est la composition de l'air. Rappelez-vous, c'est une connaissance de quatrième, 80% de diazote. Oui, alors Victor, oui, je suis désolée. Sinon, c'est pas grave, tu sais. Victor, pas de souci. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que j'ai à l'écran, tant pis, je vous mettrai le lien est sur le cours, donc vous pourrez le retrouver. Je change ici et je passe à 100 degrés Celsius. Qu'est-ce que vous observez? J'espère pour la majorité.
D'accord, je suis passée à 100 degrés Celsius et je passe à 0 degrés Celsius en mettant mon air cette fois dans un calorimètre qui contient de la glace. Effectivement, je fais le lien entre la température et l'agitation et je vois que plus je diminue la température, eh bien, plus j'arrive à ralentir les particules. Parfait. Donc ça, c'était pour vous faire le petit lien avec ce que je venais de dire. Alors allons plus loin, puisqu'on parle d'énergie interne. Quand est-ce qu'il y a variation d'énergie interne? Donc on vous parle ici, on va vous demander d'exprimer la variation d'énergie interne lorsqu'un système condensé, solide ou liquide, qui a une certaine masse, n'échange que de l'énergie thermique avec l'extérieur sans changer d'état. Allez, c'était la relation qu'il vous fallait retrouver du programme de première et qui vous permettait de répondre à l'exercice. Alors, que vaut delta U? Sauf qu'en première, on l'a noté Q. C'était la chaleur notée Q. Hein. La variation d'énergie, on l'a noté Q en première, je pense, pour toutes les classes. Et cette fois, maintenant, on va l'appeler U, delta U, la variation d'énergie interne entre un U final et un U initial. M fois C fois delta T. Parfait, très bien. Vous êtes allé retrouver votre cours de première et c'est parfait. Donc, effectivement, pour un système condensé qui n'échange que de l'énergie thermique avec l'extérieur, qui ne va pas changer d'état, sinon attention, la relation n'est pas la même, et qui subit une variation de température égale à delta T, alors il y a une variation d'énergie interne qui s'exprime de cette façon-là. M fois C fois delta T. Delta T sera la variation de température. En Kelvin, attention, en Kelvin ou en degrés Celsius. M, c'est donc la masse du système. Et C, c'est la capacité thermique massique du solide. Et cette capacité thermique massique du solide, elle vous sera toujours donnée. Elle varie, cela dépend du matériau du système considéré. Alors, avant de passer à la correction de l'exercice, attention, on parle donc de Kelvin. Il y a une relation entre le Kelvin et le degré Celsius. Cette relation est ici, T égale θ. On a l'habitude de noter T, la température absolue, celle qui s'exprime en Kelvin, θ, celle qui est en degrés Celsius. Eh bien, la relation qui lie ces deux grandeurs est la suivante. Vous notez qu'elle n'est pas en rouge, donc elle n'est pas à connaître. Si jamais vous deviez faire une conversion, elle vous serait toujours appelée. D'accord? Donc, ce qu'il est important, surtout pour nous, cette année-là, de vérifier, c'est que delta T égale delta θ. C'est-à-dire qu'une différence de température, qu'elle soit exprimée en Kelvin ou en degrés Celsius, vous trouverez la même valeur. Parce que vous ferez du TF moins TI, du θF moins θI, et les 273 vont s'annuler. Donc, une différence de température, qu'elle soit, très bien, une différence de température, qu'elle soit en Kelvin ou en degrés Celsius, c'est la même chose. Donc ça, c'est très important parce que du coup, je n'aurai pas de conversion à faire puisque moi, dans ma relation, c'est un delta T qui intervient. La variation d'énergie, bien sûr, selon le signe de delta T sera ou positive, cela signifiera qu'il y a un gain d'énergie, ou négatif, c'est une perte d'énergie. On en a l'habitude, on a déjà fait ce genre de calcul. Donc, allons voir tout de suite comment cela s'applique à travers un exercice. Donc, c'est l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui. J'espère que normalement, il devrait avoir posé aucun problème à qui que ce soit puisque c'est du niveau première. On va le corriger ensemble. Si vous avez le livre sous les yeux, c'est mieux, comme ça je vais pouvoir passer sur le tableau blanc. Donc, une bouilloire électrique, donc c'est la page 221, hein. Numéro 13, page 221. Alors, on y va. Une bouilloire électrique est remplie avec 1 litre d'eau à 10 degrés Celsius. Un résisteur électrique, donc une résistance, hein, comme ce que vous avez dans un grille-pain, un four électrique. Donc, si vous ouvrez la bouilloire, on peut voir la résistance électrique qui plonge à l'intérieur. Donc, parcourue par un courant électrique d'intensité 10 ampères pendant 1 minute, plonge dans l'eau. Le réseau électrique cède à ce résistor une puissance électrique et on vous rappelle l'expression de la puissance électrique P égale RI carré. On considère que le système est constitué que d'eau, d'accord? Et on vous demande d'exprimer la variation d'énergie interne de ce système pendant que le courant circule en négligeant la chaleur échangée par le système. Donc, on considère que toute l'énergie électrique qui arrive via la résistance permet de chauffer l'eau et qu'il n'y a pas de perte. Voilà l'énoncé, d'accord? Donc, on vous demande d'exprimer
la variation d'énergie interne. Donc, on la notera delta U, comme on vient de voir dans le cours. Alors, je vais partager donc mon écran blanc. OK, pour pouvoir faire l'exercice. Alors, dans la 1A, il faut donc exprimer la variation d'énergie interne. Donc, on a vu delta U. D'après le cours de première, c'est MC fois delta T. D'accord? Et ça ne suffira pas pour faire les calculs. D'accord? Parce que je n'ai pas delta U. Donc, est-ce que vous avez une bonne idée pour faire le lien entre cette énergie, cette variation d'énergie interne et la puissance transmise à la résistance électrique? Qu'est-ce que l'on sait en électricité? Que l'on a vu, alors on a P égale RI carré, je suis d'accord, mais comment tu introduis le P égale RI carré dans ce que j'ai à gauche? Il va me falloir une relation. Ici, c'est une énergie. Ici, c'est une puissance. Ce ne sont pas des grandeurs identiques. Attention, hein, l'énergie est en joules, la puissance est en watts. U égale RI. C'est pas faux, sauf que je n'ai pas la tension, Victor. Donc, ça ne va pas m'aider. Alors, un petit rappel. Une relation qu'il faut, alors je sais que souvent on la voit à la fin de la première S et que du coup, bah, il y a beaucoup d'élèves qui zappent. Mais je pense qu'on la voit également au collège. Donc, je voudrais une relation, s'il vous plaît, entre l'énergie et la puissance. Alors pour cela, un petit rappel, je vais vous faire retrouver cette relation. L'énergie s'exprime en joules. L'unité usuelle, c'est le wattheure. D'accord? C'est ce que je consomme, ce que EDF va par exemple me facturer. D'accord? Donc ce que je vais consommer. Donc ce que je vais payer, moi, c'est l'énergie que j'ai consommée. Cette énergie, elle dépend de quoi? D'accord? De ce que je vais consommer forcément à la maison. Et à la maison, bah, j'utilise des appareils qui ont des puissances différentes. D'accord? Donc, plus la puissance de mes appareils est importante, plus l'énergie que je consomme est importante. Donc, je sais que j'aurai P de l'autre côté au numérateur. E est proportionnel à P. Plus mes appareils sont puissants, plus ils consomment. Normal. Et puis, il y a un autre paramètre qui intervient dans cette relation. Je sais que certains ont déjà répondu. Il y a donc le temps. Effectivement, il y a forcément le temps. Plus je vais utiliser mes appareils, plus ils vont consommer. Et le temps apparaît au numérateur ou au dénominateur? Est-ce que ça va être proportionnel au temps ou inversement proportionnel au temps? Au numérateur, évidemment, c'est proportionnel. Plus j'utilise mes appareils, plus ils consomment, plus je vais payer de l'énergie. Très bien, donc cette relation-là, vous la mettez en rouge quelque part. Je pense que je l'aurais rappelé dans le cours, d'accord? Mais il faut absolument la connaître par cœur. L'énergie, c'est la puissance fois la durée. Donc du coup, ben, mon énergie interne, hein, cette énergie, elle correspond à l'énergie donnée par la résistance. Et l'énergie donnée par la résistance, ben, c'est P fois delta T. Tout simplement, d'accord? Donc ça, si vous n'aviez plus cette info-là, c'était difficile hein, à poursuivre. Donc ce P, ben, d'après l'exercice, on me rappelle que la puissance pour une résistance, c'est RI carré fois delta T. Donc voilà, j'ai répondu à la question 1. Attention, 1A, il fallait exprimer, j'ai bien exprimé la variation d'énergie interne. Comment on a remplacé delta U par E? Alors, delta U, c'est la variation d'énergie interne, d'accord? J'ai mis de l'eau dans la bouilloire. Je lui ai apporté de l'énergie. D'où vient cette énergie, Riyad? Ben forcément, l'énergie reçue par l'eau provient forcément de cette résistance électrique. Et la résistance électrique, ben, quelle est l'énergie qu'elle donne? Eh bien, je la calcule grâce à la relation E égale P fois delta T. D'accord? Donc, l'énergie interne reçue par l'eau est forcément l'énergie donnée par la résistance à l'eau. Hein, puisqu'on suppose qu'il n'y a pas d'autre échange d'énergie avec le reste de la pièce ou quoi que ce soit d'autre. Ça marche. Normalement, pour répondre à la question de Victor, toutes les fiches que je mets en ligne sur mon espace ENT,
Donc, j'ai mis les fiches. J'ai fait en sorte de mettre tous les rappels nécessaires des classes antérieures. D'accord? Donc, le E égale P fois delta T, il doit apparaître dans cette fiche-là. Il faudra vérifier, mais normalement, je fais attention à ça pour que vous ayez tout sur les fiches. Voilà. Alors, on passe à la question B. Écoute, Victor, tu pourras te la faire du coup, hein? Voilà, ça marche. Allez, la 1B. En déduire l'élévation de température de l'eau après 1 minute de fonctionnement électrique. Bon, ben, on a tout. Donc, attention, il faudra faire super gaffe entre les T majuscules et les T minuscules, hein, le temps et la température. Donc, maintenant, on me demande de calculer delta T. Donc, d'abord, je vais l'exprimer. D'accord? Je vais me servir de ceci, que je suis en train de souligner. D'accord? Trouvez-moi, du coup, l'expression de delta T. Delta T égale quoi? Bon, je vais peut-être le faire parce que c'est pénible à écrire pour vous. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Pour avoir le delta T à gauche, il faut que je divise par MC. Donc, ça fait du RI carré sur MC fois delta T. D'accord? Vous pouvez tout mettre sur la même barre de fraction, il n'y a aucun problème, hein, c'est équivalent. Donc, je passe à l'application numérique puisqu'on me demande la valeur. Donc, l'application numérique, on remplace RI carré fois delta T sur MC par Fériade. Donc, on remplace par les valeurs. La résistance, on vous dit qu'elle vaut 22 ohms. Le courant, l'intensité du courant vaut 10 ampères, je le mets au carré. La durée de l'expérience dure donc 1 minute. On veut savoir au bout d'1 minute quelle sera la température atteinte par l'eau. Vous faites super gaffe, s'il vous plaît. Simon, fais attention, c'est pas le même delta T, c'est un petit t et un grand T. Attention, hein, ça veut dire que tu n'as pas suivi mon explication précédente. OK? Ça n'a pas de sens hein, de confondre les deux. Donc, que vaut delta petit t? Que vaut delta petit t, s'il vous plaît? 60, parfait. Il faut bien penser à se mettre dans les unités du système international. Donc, on est en seconde, toujours. La masse, alors, on a 1 litre d'eau, si je me souviens bien. Oui, 1 litre. Donc, 1 litre, ben là, je n'ai pas besoin de transformer par eau fois V, hein, puisqu'on sait qu'un litre d'eau pèse 1 kg. Parfait. Donc, 1 kg fois, je vais chercher la masse, pardon, la capacité calorifique de l'eau, elle est donnée au début de la page 220. D'accord? Donc, la capacité thermique massique vaut 4,18 et faites super gaffe, il y a marqué kilojoules. Kilojoules, donc 10 puissance 3 pour être en joules. OK? Donc, quand j'ai tout ceci, je fais mon calcul. Et on trouve, quand on a ça, il faut qu'on trouve quelque chose de cohérent. Hein. On avait de l'eau qui part avec une température de 10 degrés Celsius. Si on trouve 3000 ou si on trouve moins 128, il y aura un souci. Hein. D'accord? Donc, il faut qu'on ait un esprit critique. Dites-moi combien on trouve quand on fait ce calcul-là, pour ceux qui ne l'avaient pas fait. « 31,58, je valide. » Allez, 31,6 degrés Celsius. Alors, pour ceux qui font attention aux chiffres significatifs, bien là, bien sûr, c'est embêtant. Hein. L'énoncé dit qu'on a 1 litre d'eau, même pas 1,0, rien du tout. Donc, normalement, ce serait qu'un chiffre significatif. Donc, encore une fois, on s'aperçoit que là, l'exercice, le livre ne prête pas du tout attention aux chiffres significatifs. Donc, dans ce cas-là, j'en exprime un chiffre après la virgule, ça me paraît cohérent. 31,6 degrés Celsius, ça aussi, ça me paraît cohérent comme valeur. Question suivante, c'est la question 2. En fait, la température finale de l'eau est 37 degrés Celsius. Proposez des explications. Alors, pardon, delta T 31,6, que faut-il calculer? En fait, la température finale de l'eau est de 37 degrés Celsius. Et nous, qu'avons-nous? Nous, on a moins. Alors justement, j'attendais ça.
Voilà, fais attention Victor, je pense que tu n'es pas le seul à penser qu'on a moins. Donc attention, nous avons calculé un delta T. Donc un delta T, c'est un TF moins TI. Donc si TF moins TI égale 31,6 degrés Celsius, je vais même écrire 32 degrés, hein, puisqu'on a le TI qui est donné à 10 degrés Celsius. Ça veut dire que TF est donc égal à, très bien, 41,2 ou 42 degrés Celsius. OK, hein, j'ai finalement gardé 32 parce que comme TI était 10 degrés Celsius, il n'y a pas de dixième, donc je reste à l'unité. Donc 42 degrés Celsius et on me dit, ben, en fait, la température finale, hein, quand on la mesure avec un thermomètre, on trouve 37 degrés Celsius. Donc pourquoi est-ce que nous avons trouvé plus? Il faut trouver une réponse cohérente, pertinente. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand on faisait de la méca, on disait « Ah, on a négligé les frottements ». Bon, ben, quand on fait de la thermodynamique, hein, l'étude des transferts d'énergie entre des systèmes adjacents, eh bien, on dit que, très bien Victor, on a négligé les échanges. On a considéré que toute l'énergie électrique apportée par la résistance était transmise à l'eau. Or, il y a aussi l'extérieur qui peut récupérer de l'énergie. D'accord? Donc, on a considéré que notre système était fermé, c'est-à-dire il n'échangeait de l'énergie qu'avec la résistance et il n'y avait rien d'autre autour. Or, ce sera toujours la réponse à donner dans ces cas-là. Eh bien, c'était une hypothèse un peu trop large, on va dire. D'accord? Donc 37 degrés pour 42 degrés Celsius, on a 5 degrés Celsius d'écart expliqué par les échanges avec l'extérieur. Voilà pour cet exercice qui nous a donc permis de faire un petit retour sur ce qui avait été vu en première. J'espère que c'est bien clair, j'espère que ces relations, maintenant, vous les avez bien en tête et on va pouvoir enchaîner sur la suite. D'accord? Donc, on enchaîne sur la suite, c'est-à-dire le niveau terminal maintenant. Donc, je reviens sur mon diaporama et on va parler maintenant des transferts thermiques. Alors, quand je disais qu'on arrive au niveau terminal, alors pas tout à fait, parce que cette diapo-là, c'était exactement la même que j'avais en première. Il faut, puisqu'on parle de transfert d'énergie, il faut qu'on se rappelle les différents modes de transfert d'énergie qui existent. On ne voit pas. Ah oui, pardon. Je n'ai pas partagé. Hop, très bien. Voilà. Et maintenant, tout le monde doit voir. Hein, j'avais oublié de rebasculer sur le mode diaporama. C'est bon? Allez, OK. Donc, comme je vous disais, sur ces diapos-là, on voit encore la même chose qu'en première. Ces modes de transfert d'énergie doivent être connus de tous. Donc, je vous ai mis 3 petits dessins qui vous précisent les 3 modes de transfert d'énergie que vous devez connaître. OK? Donc 3 dessins, le premier, le deuxième, le troisième. Est-ce que vous avez les mots qui correspondent? J'ai effacé la légende. Est-ce que vous pourriez me la rajouter? Alors, je vois un mot rayonnement qui arrive. Très bien. Le rayonnement, d'après vous, c'est le premier, le deuxième ou le troisième? Transfert d'énergie par rayonnement, c'est le 3. Parfait. Parfait. Allez, ce qui sort, c'est bien. Donc, le rayonnement, mode de transfert d'énergie par rayonnement. Alors, vous remarquez que rayonnement, le rayonnement, quelle est sa propriété? Rayonnement, est-ce que quelqu'un peut me rajouter ça? À distance? Ouais, agit à distance. Le problème, c'est que la deuxième aussi, ça agit à distance. Donc, rajoutez-moi autre chose. À distance, longue distance, OK. Longue distance, OK. Et puis, qu'est-ce qu'il y a entre la Terre et le Soleil, notamment? Merci Damien, le vide. D'accord? OK. Allez, donc le rayonnement, sa propriété, c'est que il se propage même à travers le vide, ce qui n'est pas le cas ici du dessin numéro 2. Donc ici, il y a une part de rayonnement, certes, mais ce que j'ai voulu vous montrer surtout, c'est quoi? Allez, quel est le terme? Je ne crois pas l'avoir vu, ou peut-être si, peut-être une fois j'ai vu le mot passer, vous êtes tellement nombreux à avoir répondu. Si je l'ai vu passer, si 2 élèves ont répondu. Allez, voyons voir ce qui ressort là maintenant. Sur le deuxième dessin, vous me dites que c'est de la Riyad, c'est pas bon.
Oui, il y a une combustion, mais le mode de transfert d'énergie, très bien pour Nicolas, Émilie, Gauthier qui l'avait donné au tout début, Maxime, je crois aussi, donc Hugo, c'est la convection. D'accord? Ça, c'est un mode de transfert d'énergie par convection. Donc ici, il faudra retenir, c'est la convection. Donc on voit effectivement que ça agit dans quel milieu? Allez, on reste sur le deuxième dessin. Dites-moi sur quel milieu ça agit. Là, on a dit, tiens, ça peut se propager dans le vide. Là, c'est dans quel milieu? Parfait, Victor, dans les fluides. D'accord? Il y a un mouvement de convection dans les fluides. Et rappelez-vous, les fluides, ce sont les liquides et les gaz. Donc, il y a des mouvements de convection dans les liquides et les gaz. Et on passe sur la première. Et là, par contre, je n'ai pas vu le mot sortir. Bah, très bien, Hugo. C'est de la conduction. Conduction. Et on voit que la propriété, c'est que ça se propage à l'intérieur de quoi? Milieu matériel, alors attention Damien, c'est tellement vague de milieu matériel. Le milieu matériel peut être gazeux, liquide ou solide. Alors attention, donc solide, un métal. Parfait. Donc, soit vous avez une mémoire visuelle comme ça et les 3 dessins, vous vous en souvenez, soit de toute manière, vous avez également le texte. J'ai pas mis en rouge les définitions, j'ai juste mis les mots en rouge. Il faut absolument connaître ces 3 modes de transfert d'énergie et j'aurais tendance même à dire que les définitions, il faudrait les avoir en tête. D'accord? Je crois bien que je l'ai vu dans un sujet de bac, que je vous ai d'ailleurs donné à faire pour jeudi, celui sur le sauna. Je crois bien qu'il y a une question où on vous demande de justifier. Donc, lisons pour être d'accord. La conduction, c'est lorsque l'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière sans déplacement d'ensemble de celle-ci. Elle se produit principalement dans les solides. Donc, de proche en proche, hein, les particules dans les métaux vont transmettre, se déplacer localement et transmettre cette énergie. Par convection, ça démarre pareil. Elle se transmet de proche en proche dans la matière, mais avec déplacement d'ensemble de celle-ci. Vous savez très bien que l'air chaud monte, donc l'air chaud monte, carrément les particules se déplacent, elle se produit dans les fluides, pour certains c'est pas assez précis, rajoutez-vous liquide et gaz, et enfin par rayonnement, l'absorption ou l'émission de rayonnement modifie l'agitation thermique, ce mode de transfert s'effectue même dans le vide. D'accord? Donc voilà les 3 modes de transfert d'énergie. Allez, maintenant qu'on a revu ça, ça y est, on rentre dans le programme de terminale. On va parler de flux et de résistance thermique. Alors, vous allez, s'il vous plaît, me faire confiance. Vous ne me dites pas dès le départ, ah, madame, je comprends rien, c'est trop compliqué. Laissez-moi arriver au bout. D'accord? On va dérouler une histoire comme on fait d'habitude et on va voir après sur un exercice si ça pose problème. D'accord? Alors, on y va. Un transfert thermique n'est pas instantané. Il évolue en fonction du temps. Ça, je pense que tout le monde a cette idée en tête. Si je prends la main de quelqu'un et qu'on n'a pas donc des mains à la même température, je sais qu'au bout du temps, nos mains vont évoluer vers une température identique et ça va se faire au bout d'un certain temps. Eh bien, on va définir ce qu'on appelle le flux thermique, phi. Allez, encore une nouvelle lettre grecque à mémoriser. Le flux thermique phi caractérise la vitesse du transfert thermique pendant une durée delta t au sein d'un système ou entre différents systèmes. Et on va donc le définir sous cette forme-là. Phi, ce sera Q, le transfert thermique Q, l'énergie échangée sur la durée de l'échange. Ce sera donc des joules par seconde. Des joules par seconde. Et si vous faites le parallèle avec ici la relation dont je vous parlais, j'ai bien mis en rouge dans le cours pour vous rappeler que vous deviez déjà la connaître. Si vous faites le parallèle de cette relation avec celle-ci, hein, je l'ai écrit différemment. Tout à l'heure, j'avais mis E égale P fois delta T. Ça revient pareil que d'écrire P E sur delta T. Vous vous rendez compte qu'ici, c'est des joules et ici, c'est des secondes. Donc ici, je viens de dire c'est des joules par seconde et ici, c'est des joules par seconde. Or, des joules par seconde, je sais que ça fait quoi comme unité? Allez, vite, 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 sans lire, sans chercher à trouver l'info quelque part dans mon texte. Ça fait quoi des joules par seconde comme unité? Des watts, parfait. D'accord? C'est une puissance. Donc, on est en train de vous dire, en fait, ce flux thermique s'appelle également la puissance thermique. D'accord? Parce qu'il a l'unité d'une puissance en watts, des joules par seconde, ça fait des watts. Donc, ce flux thermique mesure la vitesse du transfert thermique. OK. Vous noterez, première chose, que cette relation n'est pas en rouge.
OK? Donc si jamais on vous demande de l'utiliser, on vous la rappellera. Ce qui empêche d'utiliser une relation quand on n'a rien compris ou quand on ne sait pas à quoi ça correspond, c'est quand même problématique. Donc j'espère que tout le monde a compris. Le flux mesure la vitesse du transfert thermique Q pendant une durée delta T. Donc plus la chaleur transférée est importante, plus le flux est important, ça paraît logique. Et plus je transfère une énergie importante sur une durée faible, plus le flux est important. D'accord? C'est cohérent. Alors, continuons. Considérons une source chaude à la température T1. Donc ici, j'ai la source chaude de ce côté et la source froide T2 de l'autre côté, placées de part et d'autre d'un mur, d'une paroi d'épaisseur E et d'une surface S. Dans quel sens, première question que je vous pose, dans quel sens a lieu le transfert thermique? C'est aussi une question de première. C'est même, on n'a même pas besoin d'avoir fait le cours de première pour savoir répondre à cette question. Dans quel sens se fera le transfert thermique? Ok, très bien. Du chaud vers le froid, de T1 vers T2, de F1, de la phase 1 vers la phase 2, parfait. Très bien, c'est le chaud qui donne. Le froid, rien à donner, c'est toujours pareil. C'est comme dans le cas des mécanismes réactionnels. On part du donneur vers l'accepteur. Le donneur a quelque chose à donner, l'accepteur rien. Donc la flèche part bien de celui qui a à donner, donc celui qui a plus de température. Donc effectivement, le transfert thermique va se faire ici du milieu 1 vers le milieu 2. Quand est-ce qu'il va se terminer? Très bien, dès que, on va dire, il y a équilibre thermique, d'accord? Donc, c'est-à-dire égalité des températures. Donc, dès qu'on a atteint l'équilibre thermique, il n'y a plus de transfert thermique. Parfait. Donc là, c'est ce que j'ai répondu ici. Tiens, ça n'a rien à faire là, ça. Voilà, donc je vous ai mis ce que j'ai mis là. Ce transfert est irréversible car spontanément, la source chaude ne peut revenir dans son état initial. Une fois que le transfert d'énergie a eu lieu, eh bien, très bien, on est à l'équilibre thermique et plus rien ne se passe. La question qui suit, de quels paramètres dépend la quantité d'énergie transférée? Rebasez-vous sur ce schéma-là. L'énergie transférée sera d'autant plus importante que quoi? Allez, la quantité d'énergie transférée est d'autant plus importante que quoi? La température est haute? Là, c'est mieux, Franck. La différence de température est élevée. Ça, je valide. Plus la différence de température est importante, plus la quantité d'énergie transférée sera importante. De quoi ça va dépendre aussi? De quoi va dépendre la vitesse, le flux thermique, le flux qui représente donc, rappelez-vous, la vitesse de cette énergie transférée par unité de temps. La matière du milieu, évidemment, ça va dépendre de la nature du matériau qui constitue cette paroi. Il y a des matériaux qui vont laisser plus ou moins passer cette quantité d'énergie. Parfait, Mathias, ça va dépendre de l'épaisseur. Et alors, du coup, le flux, je veux une expression avec phi égale. Phi égale. Je mettrai E de l'autre côté, Mathias. Je vais le mettre au numérateur ou au dénominateur? Autrement dit, le flux sera proportionnel à l'épaisseur ou inversement proportionnel à l'épaisseur? Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, la vitesse du transfert sera d'autant plus importante que l'épaisseur sera grande ou l'épaisseur sera petite? Très bien pour ceux qui répondent, parfait, vous l'avez compris, le transfert d'énergie sera d'autant plus rapide que l'épaisseur sera faible et donc c'est inversement proportionnel. Donc là, dans notre échange, on est en train d'établir la relation qui permet de calculer phi. Donc déjà, on a dit que ça dépendait de delta t, que l'énergie transférée serait d'autant plus grande que delta t serait grand, donc au numérateur. On vient de dire que ça dépend de l'épaisseur au dénominateur. Il me manque encore Riyad a rajouté que ça dépend du matériau. Et il me manque encore un paramètre. Est-ce que vous voyez de quoi d'autre ça va dépendre? Il est sur le schéma, ce paramètre. On a parlé de, on a parlé de delta T, on a parlé de la nature du matériau. Parlez-moi enfin de quoi d'autre? Très bien, Émilie. On va parler de la surface. Donc, le transfert d'énergie sera d'autant plus grand que la surface sera grande ou petite?
grande, parfait. Ah mince, Riyad, petite. Si j'ai une grande surface, je vais pouvoir transférer plus d'énergie, Riyad. Si j'ai une petite surface, j'en transférerai moins. D'accord? OK. Donc, c'est proportionnel. Donc, voilà où nous arrivons. Voici la formule. Encore une fois, vous remarquez qu'elle n'est pas en rouge. Donc, OK, il y a plein de grandeurs, il y a plein de choses, etc. Mais jamais on attendra de vous que vous connaissiez ces relations-là. Donc, on vous les donnera, il faudra savoir les utiliser. Donc, le phi, le flux thermique, ce qu'on a également appelé la puissance thermique, est proportionnel à la différence de température. C'est-à-dire que je vais transférer d'autant plus d'énergie que la variation de température sera importante. Le transfert d'énergie sera d'autant plus grand que la surface sera grande. Parce que, au lieu de chauffer sur une petite surface, Chloé, ma source va pouvoir transférer de l'énergie en haut, en bas, à droite, à gauche, de partout, pas que limité sur une petite surface. Donc, je vais chauffer sur une plus grande surface, donc tant mieux, je vais donc transférer plus d'énergie. Donc, je vois l'épaisseur au dénominateur, chapitre 8 LM, Gauthier. D'accord? C'est écrit en haut, ici, là, chapitre 8 LM. Et je vois juste cette grandeur dont on n'a pas encore parlé. On reconnaît lambda, lambda on connaît, mais rien à voir avec la longueur d'onde. Donc, vous ferez attention. Quand vous voyez ça, vous ne cherchez pas une longueur d'onde. Ce lambda, en fait, s'appelle la conductivité. Je l'ai ici, je pense, ici, la conductivité du matériau. D'accord? C'est la conductivité du matériau, conductivité thermique du matériau. Alors, ce machin-là, je peux l'écrire delta T sur RTH, c'est-à-dire la variation de température sur RTH. Je dis que ça, c'est équivalent à RTH. Donc, RTH, ce serait E sur lambda S pour que ça puisse marcher. Donc, parfois, on vous donne cette relation, parfois, on celle-ci. Et dans RTH, c'est la résistance thermique de la paroi. Je vois que c'est vraiment une grandeur qui dépend de la paroi, son épaisseur, sa surface, la conductivité du matériau qui la constitue. Alors, on ne voit pas la souris. On ne voit pas la souris. OK, il y a un bug. OK, écoutez, je vais changer pour voir. Je change de diapo pour voir si ça change quelque chose pour vous. Ça a changé ou pas? Non, OK. Mince. Et donc, vous m'entendez, c'est figé, OK. Est-ce que du coup, alors attendez 2 secondes. Si je fais moi actualiser pareil que vous, qu'est-ce que ça va faire? Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? J'ai réactualisé tout, j'ai relancé de mon côté. Il n'y a pas de son. OK. Yes, Simon, ça veut dire il n'y a pas de son ou oui, tu m'entends? OK, donc ça a l'air de fonctionner cette fois. OK. OK, donc parfait. Tout va bien, on continue. Donc, je répète. Donc, on est là-dessus. Donc, voici les relations à utiliser dans les exercices. Toujours donnés. OK. Allez, donc on enchaîne. On va faire un petit peu d'analyse dimensionnelle. Je passe sur un écran, un tableau blanc. Est-ce que Victor, tu as pu récupérer le tableau blanc par exemple? Alors, on vient de dire que phi est égal. Alors, attention Franck,
Tu parles de conductivité. Alors oui, bien sûr qu'il y a une différence entre conductivité et conductance. Déjà là, tu me parles de chimie, hein, puisque ce mot-là, tu l'as vu en chimie quand on faisait de la conductivité des solutions, et que la DISPRO mesurait également la conductance. Donc la conductance, c'est une notion un petit peu différente de la conductivité. Tout ceci sera détaillé dans le post-bac si tu fais de la chimie. Là, fais attention, on parlait de conductivité ionique. Ici, on est plutôt en physique, donc on ne va pas parler de conductivité ionique, on va parler des conductivités des matériaux. Hein, mais effectivement, le lien est le même. Alors ici, c'est la conductivité, attention, thermique, alors que quand on parlait des ions, c'était la conductivité électrique des ions. Hein. Fais attention, donc 2 domaines différents. Alors, je reviens sur ceci. Je crois qu'il y a peut-être besoin de vous réexpliquer 2-3 bricoles. Donc, je pars là-dessus et je vais vérifier, je vais faire de l'analyse dimensionnelle. Donc déjà, je vais l'écrire sous cette forme-là. Est-ce que tout le monde voit qu'il y a bien une égalité entre le membre de gauche et le membre de droite par rapport au signe égal? Est-ce que ça va pour tout le monde? D'accord? Donc ça, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit dans le cours. Lambda S sur ET1 moins T2. Et on vous dit, ben, c'est delta T sur RTH. RTH étant E sur lambda S. Faisons de l'analyse dimensionnelle. On a dit que phi était en watts. On a dit que T, la différence de température, mince, c'est à nouveau figé. Figé parce que tu vois pas ce que j'écris, Hugo? Pour tout le monde, c'est ça? Alors, Riyad, toi, tu vois, alors c'est quand même étonnant. Donc, du coup, s'il y en a qui voient, c'est que d'autres ont des problèmes de connexion? Non? Ça vient pas de moi si ça marche pour certains. Oui, c'est ça, Franck, je réponds à ta question, Franck. Oui, c'est bon. Donc, s'il y en a qui voient, c'est que le problème ne vient pas de moi. OK, donc je continue. Allez, je continue. Donc, le flux. Oui, ou. Je ne sais pas qui dit ou. Je vais peut-être couper l'audio. Oui, je me suis arrêtée au W. Allez, je continue. Donc, le flux est en watts. La différence de température est en Kelvin ou en degrés Celsius. L'épaisseur en mètres. La surface en mètres carrés. Du coup, qui est capable de me dire en quelle unité sera lambda, la conductivité thermique du matériau? Allez, on fait de l'analyse dimensionnelle. Je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Il me faut. Non, ça ne le fait pas Victor. Ça ne le fait pas Simon. Non plus. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Analyse dimensionnelle. Regardez, il faut que à gauche, puisque j'ai des watts, il faut qu'à droite, j'ai des watts. Or, pour l'instant, je n'ai pas de watts. Donc déjà, il va me falloir des watts. Et ensuite, il va falloir que j'élimine le reste, puisqu'il n'y a que des watts à gauche. Donc, regardez, j'ai des mètres carrés sur des mètres. Donc, déjà, ceci se simplifie. Donc, j'ai plus que des mètres au numérateur et des kelvins au numérateur. Donc, du coup, ça fait des watts. Quelqu'un à la suite? Pourquoi des mètres par Kelvin, Simon? Tu es bien d'accord qu'il me faut des watts. Donc, pourquoi tu fais disparaître le watt? D'accord? Donc, je reprends. Vous avez des watts à gauche pour le flux. Il me faut donc des watts à droite. Actuellement, je n'en ai pas. L'épaisseur étant en mètres, la surface en mètres carrés. Si je simplifie les mètres carrés sur des mètres, ça me fait des mètres ici. J'ai ici des kelvins. Or, je n'ai ni mètres ni kelvin à gauche. Il faut donc que je les supprime. Il va donc falloir que je prenne des watts par mètre par kelvin. Voici donc l'unité de lambda. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il faut que je réexplique? C'est de l'analyse dimensionnelle. Alors, il faut que j'enlève, OK.
OK. Oui, on pourrait se demander aussi pourquoi, mais je ne sais pas. C'est pas grave. Alors, est-ce que c'est bon pour, tout le monde, l'analyse dimensionnelle? On va se faire également de l'analyse dimensionnelle pour RTH. Allez, super. Donc, je fais pareil maintenant sur cette partie-là. D'accord? Je vous réécris là, j'ai phi qui est donc égal à delta T sur RTH. Donc, j'aimerais que vous me trouviez l'unité de la résistance thermique du matériau, qui est égale à E sur lambda S. D'accord? Donc, on fait de l'analyse dimensionnelle. Phi est en watts, delta T est en Kelvin, donc RTH est en quoi? Allez, il faut s'entraîner à ça, c'est important. Ça permet de vérifier si une relation est bien homogène. Donc, je veux des watts à droite, sachant que pour l'instant, j'ai à gauche des Kelvin. Il faut donc effectivement que je vire le Kelvin. Donc, il faudra que RTH soit en Kelvin. Comme ça, le Kelvin va se simplifier par watt et watt moins 1 donc. OK? C'est bon pour tout le monde? Allez, ça permet donc de se familiariser avec ces relations. Allez, je continue sur le cours. On arrive au bout, hein, pour ceux qui sont déjà fatigués. Je reviens sur le cours. On a vu le principal. Donc maintenant, le but, ça va être d'utiliser ces expressions pour faire des exercices. Donc, exercice. Alors, donc, on vous donne les conductivités de différents matériaux. Eh bien, écoute, super, youpi, Victor. Voici l'exemple. Comparons la chaleur perdue par un mètre carré de laine de verre et de béton de même épaisseur. La température extérieure est T égale 5 degrés Celsius. La température à l'intérieur de la maison est 20 degrés Celsius. Donc voilà le genre d'exo que vous allez avoir, hein. Donc typiquement, donc est-ce que ma maison est bien isolée? C'est vraiment en rapport avec le développement durable, les nouveaux matériaux, voilà tout ce dont on entend parler actuellement, là, l'isolation à 1 euro, etc. Donc ça permet de faire ces calculs-là pour comprendre donc du coup la différence de conductivité des matériaux les uns avec les autres. Donc la question est, ben, regardez, vaut-il mieux isoler sa maison avec de la laine de verre ou avec du béton? C'est la question, grosso modo. Donc, comparez la chaleur perdue par un mètre carré de laine de verre et de béton de même épaisseur. Et on vous donne les températures intérieures et extérieures. Ça marche? On vous donne la résistance thermique de la laine, la résistance thermique du béton. Rappelez-vous que la résistance thermique, c'est E sur lambda S. C'est vraiment lié à la paroi. Vous avez à l'intérieur l'épaisseur de la paroi, la surface de la paroi, la conductivité du matériau qui constitue la paroi. Donc, on vous donne, dans le cadre de cet exercice, le RTH pour la laine et le RTH du béton. Et on vous dit que la durée du transfert est 1 heure. Donc, il faut calculer la chaleur perdue. D'accord? Je vous laisse réfléchir. Vous avez un brouillon à côté. Vous essayez de faire ça et on en reparle dans 1 minute. Hein. Donc, essayez de réfléchir pendant 1 minute. Allez, donc, on va dire que le temps est passé. Je passe sur le tableau.
Hugo Fournier hashtag 3, tu es Hugo Fournier normal, c'est ça? OK, pas de souci, je pensais pas t'avoir exclu à toi, il me semblait avoir exclu, Gauthier hashtag 3. D'accord? Donc excuse-moi si j'ai fait une fausse manip. OK. Allez, donc je partage mon tableau. J'espère que vous avez pu essayer de faire quelque chose. Donc on vous demande de comparer la chaleur perdue. Donc on y va. Je repars, j'ai mon cours sous les yeux puisque on a dit on n'apprend pas les relations par cœur. Donc Q, c'est le flux thermique. C'est la quantité d'énergie transférée par unité de temps. Donc c'est Q sur delta T. Hein, on l'a dit, c'est des watts qui sont égales à des joules par des secondes. En rapport, rappelez-vous, avec la même relation en électricité. P égale E sur delta T. Donc ici, on est en électricité, ici, on est en thermodynamique, c'est-à-dire l'étude des transferts d'énergie. Donc on a la même relation, les mêmes unités, des watts égale des joules par seconde. L'énergie transférée sur la durée. Et on a dit, ben, c'est proportionnel à la variation de température sur RTH. D'accord? Donc ces relations, vous les avez. Je n'ai rien de nouveau ici. Moi, ce que l'on me demande, c'est de calculer l'énergie, la chaleur perdue par un mètre carré. Donc déjà, identifiez, s'il vous plaît, ce que l'on me demande de calculer. Quelle est la grandeur que l'on cherche? Ce sera déjà pas mal de savoir ce que l'on cherche. C'est vraiment important. Qu'est-ce que l'on cherche dans ce que je viens d'encadrer? Quelle est la grandeur qu'il nous faut calculer? Delta T, tu n'as pas à le calculer puisque tu l'as. Ce n'est pas ce que te demande l'énoncé. L'énoncé dit comparer la chaleur perdue par un mètre carré de laine de verre et de béton. OK? Il y en a d'autres qui veulent répondre? Donc ni delta T ni phi, on va finir par y arriver, forcément on va tous les dire. Donc c'est Q, hein, l'énergie, la chaleur perdue, c'est des joules, donc c'est Q que l'on cherche. Allez, Q égale quoi? Allez, on sort ça. Je peux répéter la question, oui. La question, donc on vient de la lire, c'était l'exercice du cours, Victor, et c'était comparer la chaleur perdue par un mètre carré de laine de verre et de béton de même épaisseur. D'accord? Donc la chaleur perdue, la chaleur, c'est donc une énergie en joules. OK? Alors, donc Q égale, pendant ce temps, il y en a qui ont réfléchi, parfait, delta T fois delta T, donc faites super gaffe au majuscule et au minuscule, sur RTH. Très bien. Bon, ben on va pouvoir calculer ça pour la laine et pour le béton. Alors, du coup, delta T, ben, c'est T2 moins T1. Alors, T1 moins T2, pardon, je vais faire dans ce sens. T1 moins T2. Le transfert thermique, il va aller donc de l'intérieur de la maison vers l'extérieur de la maison. Hein. Donc, T1 moins T2 fois delta T sur RTH laine. Et je n'ai plus qu'à faire l'application numérique. Alors, donc, Q laine égale T1 moins T2, 20 moins 5 égale 15. Effectivement, on a dit qu'un delta T pouvait être en degrés Celsius ou en Kelvin, c'était pareil. Donc 15 fois delta T, la durée de l'expérience, c'est 1 heure. Faites attention, du coup, 1 heure, il faut mettre quoi? Attention, Riyad, non. 3600, on se met en secondes, donc 1 heure, c'est 3600. Et RTH laine vaut 6,85. Donc, si je prends ma calculatrice et que je fais ce calcul, je vais trouver, alors je vais vous le dire, je vais trouver 7,9 10 puissance 3 joules. Donc, kilojoules, hein. Hop, parce que je n'avais pas de place. Très bien. Je fais pareil avec le béton. Qu'est-ce qui a changé pour le béton? Bah, rien, hein. T1 moins T2, c'est toujours pareil. Le système 1 a la même température, le système 2 aussi. Delta T, la durée de l'expérience aussi. C'est juste le RTH qui change. Donc 15 fois 3600 sur RTH pour le béton, c'était 0,24. 26, pardon, 0,26. 0,26. Si quelqu'un a le calcul, parce que visiblement, je lui ai fait une erreur sur mon poly. Si quelqu'un a le résultat, ce sera très bien. Ça fait 208 kilojoules, ok, parfait.
Alors, puisqu'on vous demandait de comparer, vous vous rappelez ce que j'ai dit hier ou avant-hier? Quand on vous demande de comparer en terminale, que faut-il faire? Attention, pas une différence, hein, surtout pas un quotient. Un quotient, attention, pas un écart relatif non plus. Vous faites un écart relatif quand vous faites la différence donc d'une valeur mesurée par rapport à une valeur théorique. Ici, ce sont deux valeurs qui n'ont rien à voir. D'accord? Donc, ce n'est pas un écart relatif. Vous voulez comparer deux valeurs complètement différentes. Donc, un écart relatif, c'est juste pour vérifier un résultat que vous obtenez de manière expérimentale par rapport à ce que vous attendiez. Là, ce sont deux valeurs différentes. Donc, je fais un rapport. Je fais toujours pareil. Le plus simple, c'est de faire le plus grand sur le plus petit, cubéton sur qln. Cubéton sur qln, ça fait 208 divisé par 8. Hein, quelqu'un me le fait rapidement, 208 divisé par 8. Et ça fait 26. Donc, ça veut dire que la chaleur perdue par 1 mètre carré de béton est 26 fois plus importante que la chaleur perdue par la laine de verre. Quelle est la conclusion de l'exercice? Comment isoler sa maison? Est-ce que je fais des murs épais ou est-ce que je rajoute de la laine de verre? Évidemment, d'ailleurs on le sait, hein, si on a un peu participé à des travaux, donc effectivement, on va rajouter de la laine de verre. Et vous le voyez du coup, vous le voyez sur le cours ici, la laine de verre ici, on a, ben non, je ne l'ai pas en fait, la laine de verre, on pouvait la voir ici dès le départ, la résistance thermique de la laine est plus importante et comme son nom l'indique, sa résistance thermique, c'est la résistance au transfert d'énergie. Donc puisque la laine de verre a une résistance plus importante, le transfert d'énergie sera moindre et donc la perte d'énergie sera moins importante avec la laine de verre qu'avec le béton. D'accord ? Donc voilà ce qu'on peut attendre de vous. J'aurais bien voulu prendre un petit peu de temps de plus, mais c'est pas grave. Je vais m'arrêter puisqu'il est midi. J'avais prévu, je vous montre ce que j'avais prévu de faire pour finir ma séance. J'aurais voulu faire avec vous un exercice d'application directement pour vérifier que ce soit acquis, ces nouvelles notions. Donc, j'aurais voulu faire l'exercice 4 sur la laine de verre où à nouveau on recalcule les résistances thermiques, etc. Donc, ça ne vous empêche pas de le faire à la maison. La correction de l'exercice est sur le diapo. Oui, la correction de l'exercice est sur le diapo. En fait, aujourd'hui, je vous ai mis donc sur le NT, j'ai fait donc j'ai mis que j'ai corrigé l'exercice, j'ai mis que j'avais presque fini mon cours, c'est bon. Et voilà ce que j'avais prévu de faire, 2 exercices en plus, hein, toujours plus. Donc tant pis, on n'a pas eu le temps de les faire. Du coup, j'aimerais quand même, avant que vous vous mettiez au fameux sujet de bac que je vous ai mis pour jeudi, hein, jeudi, un sujet de bac à faire, très simple, sur le sauna. Avant de vous mettre à celui-là, peut-être qu'il faudrait essayer de faire ces petits exercices 3 et 4. Hein, vous avez vu, je ne suis pas très ambitieuse. Je suis allée vraiment prendre des exos d'application directe. Donc, faites ces petits exercices pour vérifier que ces relations, vous sachiez les utiliser. D'accord? Ensuite, je vous mets c'est gentil, Simon, merci. Ensuite, je vous ai mis aussi, regardez, le corrigé des exos. Donc, je vous ai mis mon corrigé, j'ai scanné le corrigé de l'exo 3, de l'exo 4 et du 13 aussi. Je vous ai tout mis là, en pièces jointes. D'accord? Donc, vous pouvez aussi donc, faire ces petits exos et si vous avez du mal, voir avec le corrigé pour essayer de mieux comprendre. D'accord? S'il y a des questions, bien sûr, je pourrais y répondre. N'hésitez pas par WhatsApp éventuellement aussi. Demain, on se voit pour faire de la chimie. Ce fameux TP que vous ne ferez pas en classe quoi qu'il arrive et qu'on traite donc sous forme juste on fait la théorie. Mais c'est de la théorie super intéressante, ça pourrait faire un sujet de bac. Donc je compte sur vous pour essayer de faire ce sujet pour demain. D'accord? Bon, comme il ne fait pas beau, vous allez pouvoir faire tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère